Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bord de chemin, la partie de Sante où votre hôte Sébastien vous accueille en compagnie des sémillantes Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sébastien. Et Aurélie. Salut Aurélie. Salut. Voilà, alors oui, vous avez constaté que l'énergie m'habite d'une manière incroyable, donc je vais quand même essayer de tenir. Hein, on va dire que c'est le moment qui est compliqué, mais quel plaisir de partager encore une émission qui fait suite à la précédente sur laquelle nous avions eu quelques retours. Ces retours, en fait, on te les doit quasiment exclusivement, Aurélie, parce que bon, nous on fait des sujets, il n'y a personne que ça intéresse apparemment. C'est ça. Hein, d'accord, on est d'accord, Émilie, franchement. Hein, on va Oui, arrêter. non mais c'est ça. Nous on fait des petits sujets de méga niche et Aurélie fait du sujet qui intéresse un petit peu tout le monde. C'est très Non, bien. mais, Merci mais Aurélie. pas du Voilà, tout. tout Non, à non, fait. c'est vrai que un des sujets que j'avais choisi était très ciblé. Par contre, j'ai eu des retours, Sébastien, sur la dictée, moi. Je t'ai pas fait suivre, mais j'ai des collègues qui Ah, m'ont dit, oh, très très intéressant la dictée là. bah, écoute. Alors ça arrive, la dictée, ça, c'est en cours. Je vais essayer pour les prochaines vacances. Hein. Enfin, c'est mes calendes grecques, les vacances, c'est toujours pratique. Je reprends. Nous avions eu donc des retours et du tweet, si je ne m'abuse, n'est-ce pas Aurélie? Tout à fait. Et surtout de la Voilà, forge. tout à fait. Oui, oui, plusieurs retours de la Forge, qui apparemment étaient contents qu'on parle d'eux, Ouais. Et il mérite. ma foi. Oui, il le mérite, et c'est vrai que c'est pas forcément le sujet dont on parle le plus, mais j'ai envie de te dire, quand tu sors de l'IA maintenant, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de sujets qui apparaissent à l'éducation nationale ou ailleurs. C'est clair. Mais voilà. Euh, alors, en dehors de ces retours, je vais faire un petit, comment dire, j'ai une petite annonce. Sachez que Ludovia, les universités du numérique éducatif à Ax-les-Thermes lancent leur appel à intervenants pour les ateliers Explore Camp et Premier Pas. Alors, je vous fais la petite présentation rapide. Les ateliers Explore Camp, c'est vous venez et vous présentez quelque chose que vous avez fait en classe. Vous êtes à une petite table, vous avez votre écran et vous essayez d'être passionnant. Et les premiers pas, en fait, c'est des ateliers qui sont plus ciblés pour comment on prend le numérique en main dans les premiers temps où, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette dalle magique où quand je mets mon doigt, il y a des trucs qui se passent. Donc voilà. Au-delà de ça, le thème de cette année, c'est attention et participation en classe et numérique, forcément, hein, parce que Ludovia sans numérique, c'est un peu particulier. Donc attention et participation en classe. Pour la petite anecdote, sachez que moi, j'ai rencontré Aurélie à Ludovia, voilà, grâce Tout à à fait. l'intermédiaire d'une autre Aurélie. À qui on fait des coucous, évidemment. Mais oui, on lui tape même la bise, hein, au plaisir de la croiser là-bas, peut-être, mais j'y reviens un peu plus tard dans cette émission. À part ça, l'appel à intervenants dure jusqu'au 30 avril. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez un petit dossier, un petit formulaire, je vous mets ça dans les notes d'émission. Vous le retrouvez facilement sur des réseaux comme Blue Sky. Franchement, c'est pas trop compliqué de proposer. C'est dans une bonne ambiance. Je Tiens, confirme. voilà, Aurélie, vends-nous un peu Ludovia, vas-y. Ah non, c'est dur là comme ça. Comme ça, bon allez, Mais moi je vous c'est... le fais. Ouais. Bonne ambiance, très décontracte. Si vous avez fait du Catex, ça n'a rien à voir. Vous mangez globalement bien. Il y a de bonnes personnes là-bas généralement. Bon, après, Ouais, moi j'ai des un biais de belles confirme. rencontres. Voilà, vous Très faites de belles belles rencontres. rencontres. Vous buvez des bières ou d'autres choses non alcoolisées. Vous baignez vos pieds dans des sources chaudes et vous parlez pédagogie et numérique. Ah, franchement, quand même, ça donne pas envie d'y aller. Bon, Si, moi, il y a que moi, les dates je suis convaincu. il y a que les dates qui me bloquent un peu, mais c'est très perso. Donc, franchement, au plaisir de vous y retrouver. D'ailleurs, est-ce que tu y seras, toi, cette année? Euh, que- Quelle question, ouais.
Évidemment que Euh, j'y serai. Attends, quelle question? Je pose la question. Ah, je pose Ah pas à non, Émilie mais parce qu'elle est un peu loin, mais une fois qu'on a commencé, c'est mort là. Ça y est, j'ai marqué sur mon calendrier. Et puis là, on est même en train d'organiser Ludovia Belgique avec avec la FTRN. Donc, on va ben se faire voilà. la collection des Ludovia. Oui, alors attention parce que Port-de-France, ça va être compliqué. Ouais, mais Écoute. c'est pas Ah. mal. Mais bon. Mais bon. Alors avant de passer au sujet et que je lègue la parole, ben, Émilie, as-tu quelque chose à rajouter pour le moment? Non, non, écoute, pour ma part, rien de particulier. Moi, je suis désolé, oui, Ludovia, je devrais travailler certainement. Oh. Parce qu'il y a pas mal d'enseignants qui se préparent à faire leur entrée. Mhm. Et nous, de notre côté, c'est un moment où on est très, très demandé pour les accompagner Surprenant. dans la remise en route. Ouais, Franchement. voilà. Très bien. Alors, Aurélie, nous t'écoutons. Eh ben, je suis ravie de commencer. Et donc, je vais vous parler d'un sujet qui est mon actualité du moment. Vous connaissez certainement tous les deux Les Incollables de chez Playback, ce Oui, petit jeu de questions-réponses en forme d'éventail là, qui a fait son apparition à la fin des années oui. 80. Je pense que si comme moi vous C'est êtes, si vieux que ouais, ça? si comme moi vous êtes écolier depuis dans les années 80, vous étiez clairement la cible de ce petit jeu. Le jeu Mhm. n'a pas pris une ride, contrairement à ceux qui étaient à l'école dans les années 80. Et Allez, pas. allez, comme ça, c'est lâché. Et c'est toujours aussi sympa pour rebrasser les notions de manière plutôt ludique et agréable. Donc moi, évidemment, dans ma classe, j'ai celui du CE1 que j'utilise régulièrement en classe, mais c'est pas toujours en rapport avec là où j'en suis dans le programme, avec mes différents projets. J'aime bien en fin de journée les interroger, leur poser des questions, voir un petit peu ce qu'ils ont retenu de ce qu'on a fait dans la journée. Est-ce que tu pourrais préciser aux plus jeunes parmi notre assemblée ou à ceux qui n'auraient pas la chance d'être passés par là Oh. ce qu'étaient les incollables en fait? Bien sûr, donc c'est sous forme d'un éventail, c'était un petit éventail et ça permettait de réviser des notions. Donc c'était autocorrectif parce que tu avais une première carte sur laquelle tu avais les questions. Donc je sais pas par exemple combien je sais pas combien fait 2 fois 3 et puis tu tournais l'éventail et tu avais la réponse derrière. Donc tu pouvais comme ça te questionner et ça couvrait un petit peu tout le programme de l'année dans à peu près toutes les matières. Et c'est souvent un truc qu'on faisait pendant les vacances. Tu vois, on avait ça dans la voiture quand on avait les longs voyages en voiture. On se faisait des petites parties d'incollables. Donc voilà à quoi ça ressemblait les incollables. Donc je disais moi je l'utilise beaucoup en classe, mais à la fin de la journée c'est souvent un moment assez speed et très souvent on zappe le moment où on se pose des questions et j'ai jamais vraiment formalisé ce temps de bilan. Et puis cette année, vous savez, si vous écoutez le podcast, que je passe ma certification pour être maître formateur. Et je me suis Ah bon? retrouvée, tiens, c'est dans la peau, Oui, c'est ouais, étonnant ça. je me suis retrouvée dans la peau d'une étudiante. Alors, quand je dis dans la peau d'une étudiante, il faut imaginer plutôt l'étudiante au sens étymologique, qui s'applique à apprendre de nouvelles choses, et pas l'étudiante qui boit des coups, des bières sur la pelouse de Paris 10. Mais bref, Tu peux faire les deux? on peut, oui, oui, d'ailleurs, bah, j'ai fait les deux, tu as raison. Mais pas sur la pelouse de Paris 10, parce qu'il faisait trop froid. Donc je me suis retrouvée finalement dans la même position que mes élèves, c'est-à-dire qu'il fallait qu'à un moment je puisse retenir des informations, des choses qui n'étaient pas toujours très rigolotes, comme les 5 focales de Gouagou ou les postures enseignantes de Bucheton que maintenant je sais donner. Et évidemment, Playback n'avait pas encore sorti d'incollable sur ce sujet. On est en 2025, je suis référente numérique, donc évidemment j'ai très vite trouvé un outil numérique pour m'aider à réviser. J'ai choisi Anki Pro, voilà. Vous connaissez peut-être aussi Ebbinghaus, qui n'est pas le nom de la marque de bière que je buvais sur les pelouses de Paris 10, mais c'est Il un y a, philosophe allemand. Ah bon? il y a un fil rouge, hein. Il y a un, t'as Un vu? fil rouge. Et attends, parce que je l'ai sur d'autres sujets. Donc c'est un philosophe allemand du 19e qui a mis en évidence un phénomène que nous, les enseignants, on connaît bien, c'est la courbe de l'oubli. Donc il faut savoir que on perd en moyenne plus de 50% de l'information qu'on a mémorisée après seulement 2 jours et que c'est de pire en pire évidemment au fil des jours. Alors attends, alors, je veux préciser une chose à nos auditeurs. Sachez que lorsqu'on prépare l'émission, chacun a son sujet. On ne fait pas particulièrement
de réunions, de préparation, etc. Vous n'avez pas idée. T'as le droit de dire qu'on se réunit pas du voire tout. on découvre les sujets 5 minutes avant. Voire. Tout à fait, mais ça a un côté très, très sympathique, à tel point que tu n'as pas idée à quel point ton sujet et le mien sont en résonance, mais d'une force. Ah. Et connexion. Voilà. Toi aussi, tu parles de Ludovia bière Connect. Voilà, Ouais. tout à fait. Les bières. C'est Les ça. bières. Ok. Le fil rouge, la bière. Heureusement que je vais parler de choses sérieuses. La brasserie. Donc Laisse parler Aurélie. Donc la courbe, je parlais en plus d'un truc hyper sérieux, Ebbinghaus, la courbe de l'oubli, tout ça. Alors sur le terrain, nous, dans notre jargon, on n'appelle pas ça la courbe de l'oubli, on appelle ça le non maîtresse, on n'a pas appris ça l'année dernière. Oui, alors les Vous étiez enfants, avec vous êtes moi. mignons. Classique. Ouais, je connais mes collègues, je connais le programme. Moi, je sais que vous avez appris ça l'année dernière. Hein. Et le pire, c'était quand j'ai eu mes élèves 2 ans de suite. Non, maîtresse, on a quoi? J'ai pas bien compris là. Si, on l'a appris puisque c'était moi, votre maîtresse, l'année dernière. Donc, je sais. Mais ils ont oublié qui t'avait. Non mais, hein, à ce Enfin, qui point-là, t'avait. tu vois la courbe de l'oubli, à quel point on en est. Donc, si on veut retenir mieux, il faut régulièrement réinterroger les savoirs. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. Donc, le fait d'avoir été dans la même position que mes élèves, d'avoir vécu le besoin de me souvenir des choses que j'apprenais, parce que quand même, c'était important, je me suis dit, il y a un moment où il faut que je systématise ce moment pour mes élèves. Il faut que je cherche vraiment un outil, un moyen pour les aider à retenir les informations dans le temps. Donc je me suis fait un petit cahier des charges. Je voulais un outil qui soit centralisé et pas mes 12 bouts de papier qui traînaient partout dans la classe. Je voulais que ça soit quelque chose de personnalisé, donc qui corresponde à ma classe et pas un truc tout fait comme les incollables. Je voulais évidemment que ça soit numérique. Hein. Je voulais aussi que ça soit quelque chose de collectif, que ça puisse être collaboratif. En plus, je voulais que ça soit très simple. Je voulais pas y passer des heures. En plus, je voulais que ça soit respectueux des données personnelles. Et si possible, libre et gratuit. Et accessible hors ligne, si c'est possible. Voilà, donc j'avais un bon gros cahier des charges. Et je cherchais un outil qui était plus pour rebrasser le savoir collectif de la classe et pas un outil qui s'adapte aux compétences de chacun de mes élèves ou qui propose comme le système Leitner qui espace dans le temps les révisions. Ce qu'on connaît bien, on le révise moins que ce qu'on ne connaît pas assez bien. Donc ça, c'était pas ce que je cherchais. Je voulais vraiment un truc qui me permette d'interroger facilement et régulièrement mes élèves. Donc j'ai cherché, vite fait, j'ai testé et évidemment j'ai très vite trouvé mon bonheur chez les outils de la digitale. Donc j'ai sélectionné DigiFlashcards, un outil libre gratuit RGPD de la digitale, donc d'Emmanuel Zimmer. L'interface est hyper simple, hyper basique. Tu prépares le recto, tu prépares le verso, c'est donc autocorrectif. Et c'est tellement simple que certains de mes paquets de questions-réponses sont pris en charge par mes élèves de CE1. Juste, il faut pas être trop pressé au niveau de la saisie. C'est le seul petit inconvénient des CE1. Pour chaque question-réponse, hein, on est d'accord, t'as des CE1. Non, mais le tacle est gratuit, mais c'est pas grave, faut pas relever. Non, le tacle est mérité. Le tacle est complètement mérité. Bon, pour chaque d'accord. question-réponse, il y a un texte et on peut associer aussi des images et un fichier son. On peut préparer son paquet de cartes directement sur le site ou sur un fichier sous format .csv qu'on importe après dans l'application. Et en termes d'organisation, soit on écrit les questions en classe ensemble, soit je laisse quelques élèves sur des tablettes pour essayer de rentabiliser mon temps aussi à moi. Chaque paquet, une fois qu'il est créé, est accessible via un QR code ou un lien. C'est le seul petit critère qui n'a pas été possible, c'est qu'il faut une utilisation en ligne. J'ai pas réussi à trouver un système qui soit hors ligne. Alors comment je m'en sers? Bon, le plus souvent c'est en classe entière. Comme il y a un code iframe, je l'ai intégré aussi dans l'ENT, donc ils peuvent continuer à s'entraîner à la maison aussi. Et je t'écoute, Émilie, puisque je vois. J'avais une question. Est-ce que tes flashcards, tu peux les télécharger ou pas? Alors non, justement, tu peux pas les télécharger pour un usage hors ligne. Et c'est le petit bémol du truc. Donc on s'entraîne soit dans la classe, soit à la maison avec l'ENT. Et j'ai eu la semaine dernière un éclair de génie. Genre l'éclair de génie. Donc ma classe, elle est au rez-de-chaussée, elle donne directement dans la cour de récré. D'accord? J'ai pas de couloir. Donc quand il s'agit de sortir dans la cour de récréation, c'est nickel, j'ouvre la porte, ils sont dans la cour de récréation, parfait. Par contre, quand il s'agit de retourner en classe,
bah t'as pas l'espèce de petit sas de transition pour se remettre au calme avant de rentrer. Tu vois, le passage dans le couloir, on Ouais. fait baisser un peu. Donc, ma solution, tu imagines mes élèves en file indienne, moi devant ma porte de classe avec ma tablette, en mode vigile de boîte de nuit. Le contrôle pour entrer dans la classe ne se fait pas sur le port de basket, parce que sinon bah, je n'aurai pas d'élèves hein, dans ma classe, mais sur la connaissance de la table de 5, ou la capacité de mes élèves à conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif avec nous. Alors, évidemment, j'en fais des caisses. Je suis là en mode vigile. Oui, patron, excusez-moi, on a un problème à l'entrée. J'ai la petite Leïla qui prétend entrer dans la classe de CE1 alors qu'elle me dit que 3 fois 5, ça fait 20. Qu'est-ce que je fais, patron? Ok, d'accord. Leïla, Tu la brûles. non, la pauvre. Leïla, t'as de la chance, tu peux repasser. Et je la fais repasser, donc ils adorent parce que c'est ludique, ça dédramatise un peu le côté évaluation, parce que bah, mine de rien, je les évalue quand même quand je fais ce genre de choses. C'est rapide, évidemment, je vais pas choisir n'importe quel paquet quand je veux les faire rentrer en classe, parce qu'il faut que ça soit quand même 5-6 minutes, il faut que j'ai fait passer tout le monde. Et ça me permet une entrée échelonnée, dans le calme, et qui réaffirme le contrat passé avec mes élèves. La classe, c'est le lieu où on travaille. Donc, encore une fois, Ok. en 5-6 minutes, c'est fait. Je le fais pas évidemment à toutes les récrés pour que ça reste un moment un petit peu sympa et qu'on ne perde pas Mhm. le côté fun de ça. Donc, voilà, j'ai vraiment trouvé mon bonheur avec DigiFlashcards de la digitale. Dans les notes de l'émission, on vous mettra le tuto, un tuto que j'ai trouvé qui est hyper bien fait de Johan Nallet, qui fait de toute façon toujours des très bons tutos. En 8 minutes 43, vous saurez parfaitement utiliser cet outil. Et évidemment, je cherche un outil gratuit, mais ça ne m'empêche pas de participer financièrement au travail d'Emmanuel Zimmer en soutien. Donc, je n'ai pas effectivement acheté d'outils payants en dehors, mais j'ai contribué au soutien d'Emmanuel Zimmer pour qu'il continue à nous produire des beaux outils comme ça. Voilà, Et je crois, Émilie, que c'est à toi. Alors là, par contre, on change complètement de dimension. Oui, d'univers. complètement. Effectivement, on ne va pas parler de brassage de bière, non, pas du tout. Je vais rester sur quelque chose d'un petit peu plus scolaire. Alors, je ne sais pas vous, mais quand j'étais en classe, en IME pour l'occasion, j'avais la chance d'animer un atelier sciences tous les jeudis après-midi. La première année où j'ai été en poste, il y avait un complément de service qui assurait à mi-temps les fonctions d'animateur sciences sur la circo où j'étais. Et nous avions pris l'habitude de proposer des expériences à nos 2 groupes d'élèves quasiment chaque semaine. Et on s'éclatait. Les élèves prenaient beaucoup de plaisir à pratiquer et ils en retiraient des apprentissages visibles et ils pouvaient réinvestir ces apprentissages. Nous étions dans les années 2000, c'est il y a fort longtemps. Il y avait déjà les énergies renouvelables qui étaient présentes et nous avions fabriqué une éolienne qui permettait d'alimenter de petits outils comme un chargeur de piles, une voiture téléguidée avec fil, et il était également possible d'utiliser l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Alors il nous avait fallu récupérer un kit de chez un fournisseur de matériel type Gelin, et ça avait coûté un bras. Nous sommes maintenant en 2025, on parle de l'énergie solaire très souvent. Autour de chez moi, je vois fleurir des champs de panneaux solaires. Les parkings des supermarchés se dotent, alors par obligation, ne l'oublions pas, également de ces panneaux producteurs d'électricité. Et mes parents ont même fait installer 9 panneaux photovoltaïques et récupèrent presque 4000 watts quand il fait beau. Bref, l'énergie solaire est partout, autour de nous, en journée évidemment. Cette énergie solaire, c'est une ressource renouvelable en pleine expansion. Et le gouvernement français envisage de multiplier par 10 la puissance photovoltaïque d'ici 2050. Mais vous vous demandez bien où je vais avec toutes ces informations. Tout ne se fait toujours pas dans le bon sens, comme le fait d'obliger à s'équiper avant d'avoir mis en place les outils de production de ces fameux panneaux solaires, mais bon, qui a dit que les décisions étaient toujours logiques et pertinentes. Mais je m'égare, je vais finir par parler d'éducation. Allez, revenons à nos moutons. Dans ce contexte, il est intéressant de sensibiliser les élèves aux énergies renouvelables, notamment à l'énergie solaire, conformément aux instructions officielles. Et je suis tombé sur un article de Planète Énergie qui propose 3 ateliers pédagogiques clés en main pour expérimenter l'énergie solaire en classe. Alors oui, c'est total qui rince. Oui, c'est dégueulasse qu'un géant pétrolier fasse du greenwashing.
Bon, mais qui a dit qu'il fallait citer cette entreprise auprès de vos élèves? Personne. Vous pourrez peut-être simplement profiter du matériel, des séquences, tout ça aux frais de Total, sans jamais les citer une seule fois. Alors, l'étude de l'énergie, en particulier des énergies renouvelables, elle est intégrée notamment au collège, au programme du cycle 4. Mais pourquoi ne pas s'amuser avec ce matériel et ces notions dès le cycle 2 et le cycle 3? D'ailleurs, les énergies, on en parle dès le cycle 3. Cette thématique peut être abordée de manière transversale avec les disciplines telles que la physique-chimie, la techno, la SVT, et plus généralement les sciences en élémentaire. Les activités expérimentales jouent un rôle crucial, vous le savez, dans la compréhension des concepts et ils favorisent également la démarche d'investigation chez les élèves. Vous le savez, il n'est pas toujours facile de trouver des idées de projets concrets et le matériel adéquat pour les mettre en œuvre. Alors, il me semble que c'est ce que permettent les ateliers dont je vais vous parler ici. Et bien sûr, il y aura un lien qui sera dans les notes de l'épisode que Sébastien aura la gentillesse de mettre pour que vous puissiez demander vos kits directement. Oui, toi, Sébastien. J'en profiterai alors. Voilà. Tu en profiteras, tout à fait. Alors, il y a 3 ateliers qui permettent aux élèves de découvrir et d'expérimenter l'énergie solaire photovoltaïque. D'abord, la construction d'une petite maison solaire. Les élèves assemblent une maquette de maison en bois équipée d'un interrupteur et d'un éclairage intérieur qui fonctionne grâce... Allez, dites-moi, grâce à quoi? Grâce à l'énergie solaire, enfin. Grâce à quel outil? Ah, pardon, oh là là. Alors, à des panneaux photovoltaïques? Ah oui, les panneaux photovoltaïques. Trop bien. Pas mal. Oui. Pas mal. Après, vous allez pouvoir fabriquer un chargeur de smartphone solaire. Cet atelier, il va guider les élèves dans la réalisation de ce fameux chargeur, alimenté toujours par la lumière du soleil. Les fichiers nécessaires à l'impression 3D des composants sont fournis. Et oui, il faudra peut-être passer par l'imprimante 3D de quelqu'un de votre connaissance qui en a une ou d'aller faire un tour dans un Fab Lab. Je vous ai pas dit que j'en avais un à 10 minutes de chez moi, perdu en pleine campagne. Et ça, c'est rigolo. Faudra que j'aille y faire un tour. Et vous avez enfin le 3e atelier qui permet la création d'une guirlande lumineuse solaire. Et les élèves vont confectionner cette fameuse guirlande destinée à illuminer les espaces extérieurs ou intérieur, si vous rentrez la guirlande plus tard, fonctionnant bien sûr grâce à l'énergie solaire accumulée durant la journée. Et pareil, il y a besoin d'impression 3D et tous les fichiers sont proposés. Alors, le point fort de ces ateliers, c'est que le matériel est fourni gratuitement. Les petits panneaux solaires photovoltaïques nécessaires à la réalisation de ces projets sont envoyés gratuitement aux établissements scolaires sur simple demande après la création d'un compte enseignant sur le site de Total Planète Énergie. Vous avez des guides détaillés, chaque atelier est accompagné de notices de montage détaillées, de la liste du matériel nécessaire, de plans précis, tout ça pour faciliter la mise en œuvre des projets en classe. Enfin, vous avez la flexibilité dans le choix des projets, vous faites les 3, vous en faites 2, vous en faites qu'un, ou vous ne faites rien, mais bon, voilà, c'est vous qui décidez. Alors, pour enrichir les ateliers, la plateforme propose une variété de ressources pédagogiques, donc des animations, des tutoriels humoristiques, tels que celui sur la fabrication du chargeur solaire. Moi, je regrette qu'on n'ait pas mis le casque à poux de chez Bayard, sorti pour un épisode d'avril, où les élèves apprenaient, grâce à leur poux, à recharger leur téléphone portable. Bien sûr, c'était pour le 1er avril. Vous avez aussi des articles et des schémas, donc des documents explicatifs, des schémas détaillés qui permettent d'approfondir les connaissances sur l'énergie solaire et son utilisation. Et enfin d'autres ressources qui sont réservées aux enseignants, tandis que d'autres peuvent être accessibles à toutes et à tous. Et ça permet aux élèves de se documenter depuis chez eux avant de participer aux ateliers en classe. Voilà. Donc je vous rappelle les conditions d'utilisation. Tout simplement, vous créez un compte gratuit sur le site, un compte enseignant gratuit, et vous allez pouvoir demander en allant dans le menu gauche, vous allez sur ressources enseignants, vous choisissez atelier d'expérimentation, et vous allez pouvoir télécharger tous les documents. Et pour commander le matériel, c'est toujours dans ressources enseignants, vous choisissez panneaux solaires, et vous allez pouvoir commander gratuitement les petits panneaux solaires nécessaires aux ateliers. Alors, même si je ne porte pas du tout dans mon cœur Total, les ateliers proposés ici constituent plutôt une opportunité précieuse, je pense, pour sensibiliser les élèves aux enjeux de la transition énergétique et peut-être à l'intérêt aussi d'utiliser les ressources renouvelables. Voilà, et de découvrir aussi comment on va utiliser l'énergie solaire photovoltaïque.
Et vous pourrez sûrement enrichir facilement votre enseignement avec des projets encore plus sympas que vous allez pouvoir peut-être élaborer avec eux une fois qu'ils auront connu et compris comment fonctionne l'énergie solaire. Voilà. Donc je sais pas si ça vous tente, mais moi, totalement. Ouais, c'est... Moi, la petite, ça y est, mais vous moi, êtes la déjà petite inscrit, vous avez maison déjà avec commandé votre l'interrupteur, hardware. là, je la veux. Ça y est. Mais voilà. Moi, je serais tombée dans le Décidément. piège du casque à poux, tu vois. Oh, trop bien, mais pratique et tout. Un 1er avril, par contre. Ah, pardon. Elle est, Ah oui, non, mais elle le est casque à poux, géniale, oui. cette blague. Ouais, le coup du casque à poux, oui, j'avais trouvé ça génial. Ouais, alors, puis Voilà. en plus, alors, comme énergie facile à trouver dans les écoles, ça serait C'est merveilleux. cela, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de plus que le soleil à Paris? Les poux. Ah, C'est ça. attention, parce qu'il y a du challenge. Hein, les souris, pour pas dire les rats. Ah, les rats, tu Ouais, veux ouais. Les dire. rats, plutôt. Ouais. Ouais, parce que les Ouais. souris, elles sont parties. Elles ont été bouffées par les rats. Tout de suite, je voulais pas le dire. Ouais. Non, mais c'est Non. c'est franchement, écoute, je suis toujours épaté par ce genre de choses. Et tu penses pas qu'ils ont tagué Total un peu partout ou ils sont passés à côté? Je sais pas. Ah, écoute, Je j'ai sais bien pas. envie, Mais hein. tu sais, un petit coup de papier à Oui, penser. oui, un petit coup Au pire. de Dremel sur les parties en bois et Ouais. puis au revoir Total. Oui, C'est ça. tout à fait. Non mais Bon, Seb, c'est toi qui as la parole. oh là là, c'est moi qui Est-ce que vais- tu continueras avec un sujet, Ouais, toi je Tu continue vas avec un encore sujet. parler de bière? Alors, pas de bière, parce que en fait, c'est pas le. Je vais vous parler d'un réseau social, et c'est pas le réseau social où tonton Marcel vous apprend qu'il a fini le pack de 8-6 que vous lui avez amené au dernier barbecue, hein, vous savez. Hein. Ah, c'est ces moments merveilleux que l'on ne trouve que sur WhatsApp, ou alors les retours faits sur Facebook, ou alors sur Instagram, des choses merveilleuses aussi. Non, c'est pas du tout, pas ces réseaux-là dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'un réseau qui se veut sérieux, un réseau un peu particulier, un réseau qui a un ton particulier, un vrai ton qui ne se retrouve que chez lui, un ton un peu politiquement correct, un ton qui te raconte toujours des histoires positives. Souvent, les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est la meilleure version d'eux-mêmes sur ce réseau qui apparaît. Mais version d'eux-mêmes professionnellement parlant. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, je vous parle de LinkedIn. LinkedIn, ce réseau qui m'écrit assez souvent pour me dire que mes posts ont recueilli une attention soutenue de la part des gens. Et que si je veux savoir qui dans le détail est venu consulter mon profil, je n'ai qu'à passer premium pour quelques euros de plus. Voilà. Mais bien sûr, c'est pas comme si Microsoft était déjà multimilliardaire. Oh, toi tout de suite, tu remets sur le devant de la scène que Microsoft a acquis LinkedIn il y a quelques années de ça. C'est ça. Je sais- Pour 11 milliards, je Ah. crois, ou quelque chose comme ça. 11 milliards, qu'est-ce que c'est maintenant 11 milliards, Bah, tu sais, Microsoft fait 4 milliards de bénéfices par trimestre. Ben voilà. Ah, voilà, à la louche. Alors là, Entre 4 et ça 5. fait une belle louche quand même, 4 milliards. Donc, c'est ça, ça fait une belle Ouais, louche. ouais. Ouais. Ça fait une très très belle louche. Donc, c'est vrai que dans les acquisitions de Microsoft, nous avons donc LinkedIn. Et LinkedIn, c'est vrai, j'en supporte pas la lecture très très longtemps parce que vous n'avez que des gens qui vous disent combien ce qu'ils font est merveilleux. Et c'est assez rare d'avoir un peu de vraie vie dedans, en fait. C'est-à-dire des gens qui vous disent, bon ben là ça va pas, là je me suis planté, là ça a craché. Et ben oui, là ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui a craché. Ce qui a craché, c'est Creadop. Alors Creadop, je les ai connus à Ludovia, justement. Il y a un lien, décidément. Je les ai connus à Ludovia. Creadop, c'était une petite boîte qui faisait quoi? Qui faisait des boîtes de mémorisation, selon la méthode dont Aurélie vous a parlé tout à l'heure, la révision espacée. Ils avaient tout un produit Elephant qui se basait là-dessus. Vous aviez, et vous avez toujours, un pack pour le cycle 2, un pack pour le cycle 3, un pack de cartes vierges, un pack avec une boîte vierge avec ses différents espaces déjà prêts pour la mise en œuvre individuelle de la technique de révision espacée. Voilà, donc c'était un peu surprenant de tomber là-dessus. Et c'est de ça dont je vais un peu vous parler, parce que, en définitive, donc, l'article qui paraît sur LinkedIn s'appelle « Clap de fin ». Alors c'est bizarre, généralement c'est suivi de « oui, parce que nous allons vers de nouvelles aventures »,« oui, parce que nous avons réussi à sublimer notre projet ». Là non, en fait, et ils refont un petit historique de ce que c'était Creadop. Donc, deux personnes qui sont derrière, qui étaient d'ailleurs à Ludovia pour l'une d'entre elles au moins.
et qui avaient donc ce projet. Je les avais recroisés à Educatec. À Educatec, la dernière fois, donc pas celui qui vient de passer, mais Ouais. celui encore d'avant, ils Ouais. présentaient leur application. Ouais, tout à fait. Ils avaient quelqu'un les avait sélectionnés pour le calendrier de l'Avent de l'année dernière justement. Tellement c'était Exactement, donc. ouais. Ils avaient d'ailleurs du tangible au numérique, comme ils le disent si bien, parce que ils s'étaient dit, on a entendu, mais on nous a dit, oui, les boîtes, c'est quand même encombrance, etc. Et le numérique, bon, bah, je ne vous refais pas le côté pratique du numérique, mais ils avaient sorti une application, et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un côté collaboratif dedans, à savoir que vous avez un atelier, bien sûr, intégré à cette application, qui vous permettait de créer vos flashcards, hein. Et ceci était collaboratif, donc vous pouviez les partager, voir ceux des autres, etc. C'est pas mal. C'est pas mal, sauf qu'ensuite l'article il dit oui, mais l'école et l'innovation, c'est un mariage qui est compliqué. Bon, là, moi, je suis plus mesuré en fait. Je comprends tout à fait qu'ils le vivent mal parce que techniquement, tu montes une boîte, tu y mets énormément de toi, en dehors des moyens que tu y mets, bien sûr, mais tu espères quand même que ça va marcher, ça va fonctionner. Et bah, c'est pas le cas en fait. En fait, je pense que les retours qu'ils ont eus n'étaient pas suffisants. L'engagement des personnes n'a pas été suffisant par rapport à ce qu'ils espéraient. Ils disent notre école de la République est décidément une vieille dame qui malheureusement s'asphyxie et dépérit. Oui, c'est un peu rude, c'est un petit peu rapidement dit, même si sur certains aspects on pourra être que d'accord, mais en fait, notre vieille dame, ce dont elle manque, c'est d'une envie de changer parfois, qui pourrait être motivée par des formations, faite d'une autre manière. Et quelque part, tu ne pouvais pas arriver avec un produit qui certes est super, mais dans la mise en place, tu peux répéter aux gens que ça ne prendra que 5 minutes par jour, ça ne prend que 5 minutes par jour par élève sur des packs que tu dois vendre, c'est pas l'idée de la mise en place est toujours différente quand tu penses à un élève et à une classe. Mm. Et là, leur produit, je le trouvais génial pour un élève, mais Ouais. pas forcément par une classe. Alors, je vais dire quelque chose. C'est presque un outil plus pour les enseignants spécialisés ou pour les parents? C'est presque plutôt pour ça. Mm. C'est presque un outil où le temps de gestion n'est pas l'élément le plus primordial de ta journée. Je vais donner un petit exemple là-dessus. Pour le deuxième sujet que j'ai sélectionné, j'ai besoin de laisser les enfants accéder à une tablette. J'en ai 4 dans la classe, j'ai 24 élèves. À chaque fois que je fais cette expérimentation, ce travail, je suis obligé de réussir à concilier un truc tout bête, c'est combien de temps ils peuvent passer sur un iPad, sachant qu'ils doivent y être de manière individuelle. Bah, c'est pas compliqué, hein, je leur fais passer 5 minutes. Quoi ? 5 minutes? Ben ouais, parce que l'atelier doit durer, en tout, ça doit durer une demi-heure. Sinon, je bouffe ma journée sur ce projet-là qui n'est qu'un truc coup de cœur pour moi. Donc, dans Créadobe, dans le principe de révision, etc., on pourra toujours me dire, oui, mais on peut s'organiser. On peut toujours s'organiser. Mais tu ne peux pas, d'un côté, dire, hey, je vends un produit génial, il est vraiment bien. Mais par contre, déjà, financièrement, ça a un coût, comme d'habitude. Et je ne sais pas pourquoi, dans l'élémentaire, on a toujours des coûts supérieurs. Il faut voir, c'est très simple, la production n'est pas énorme, donc les coûts s'en ressentent aussi parfois. Mais là, tu ne peux pas arriver avec un produit avec ce prix-là et dire, mais en plus, il va falloir que vous changiez profondément votre manière de fonctionner pour que chacun puisse le faire. Parce que c'est un truc qui se fait de manière individuelle, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, Aurélie. Toi, tu voulais un outil qui soit commun à la classe. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un outil qui va être réellement commun à la classe. C'est un outil qui est fait dans la révision espacée, c'est personnel. On va pas pouvoir... tu ne peux pas demander à un groupe classe de faire de la révision espacée sur le même outil. Voilà. Et on va me dire, oui, c'est possible. D'accord, mais avec une organisation qui n'est pas facile tout de suite. Moi, c'est là que je vois les écueils du produit qu'ils ont proposé. Il était de qualité. Donc, c'est pas ça le problème. Ils ont pensé à des tas de choses. Comment est-ce qu'on peut le faire en numérique? Mais le problème, il est tout simple, c'est que les choses, pour arriver dans les classes, elles mettent un temps fou, notamment dans l'élémentaire. Allez demander... Je ne sais pas, au hasard, que ce soit AEduMove qui a construit sa clientèle sur des années et des années, que ce soit à Laurent Walter.
de monécole.fr, qui a construit aussi sa communauté sur des années et des années. Là, techniquement, ça fait très peu de temps. C'est toujours compliqué d'arriver avec un produit et de se dire, je vais le vendre, mais je vais demander un effort à mes consommateurs pour pouvoir l'intégrer aussi bien soit-il. Ne vous étonnez pas que la digitale ait un gros succès, c'est parce qu'une des premières choses qu'on va vous dire, c'est que la digitale, c'est gratuit. Même si Aurélie, même si on l'a précisé par ailleurs, rien n'est gratuit en fait. Mais dans la base, si demain je veux créer un digipad, et Dieu sait qu'il y a des digipads qui se font à la pelletée en ce moment, eh ben c'est possible sans débourser un centime. Là, même si l'idée, franchement, la révision espacée, mais c'est super, mais on rentre en contradiction avec tellement de choses dans l'élémentaire que c'était déjà difficile comme pari au départ. Et je pense que le numérique est arrivé, mais un peu trop tard, ou alors ils n'ont pas laissé le temps de s'installer. C'est toujours le problème des solutions comme ça, c'est que c'est pas facile à faire. Même avec les meilleures intentions et les meilleures idées du monde, généralement on va dans le mur. Je vous ai parlé de réseau professionnel, rappelons-nous de Via-Éduc. Via-Éduc, ça se voulait le LinkedIn de l'éducation avant LinkedIn. Via-Éduc, je crois qu'il vivote encore quelque part, mais il a une utilisation qui est vraiment à la périphérie, très limitée. Alors, qu'est-ce qui reste à sauver là-dedans? Parce que bon, c'est une entreprise, ils ont produit pas mal de matériel, qu'est-ce qui reste à sauver? Je vous mettrai le lien. Ils vendent le matériel à moitié prix. Que ce soit les kits de cycle 2, cycle 3, les coffrets entiers ou même les boîtes vides, etc. Tout y est vendu. Ils ont pas mal de kits encore à vendre. Donc si ça vous dit, si vous vous êtes dit d'une manière, oh mais peut-être un peu plus tard, si vous êtes vraiment intéressé, allez-y maintenant. Bon, l'application forcément ne va plus fonctionner, ça me semble logique, même s'il n'aborde pas trop le sujet dans ce que j'ai lu, mais si les outils vous intéressent, allez-y. Et si par contre vous voulez un outil en numérique aussi, on en a déjà parlé, je fais de la communication avec mon propre sujet, sachez que Laurent Walter sur monécole.fr, dans la section classe numérique, a intégré les flashcards avec son outil de parcours personnel. Ouais, les boîtes mémo, c'est les boîtes mémo. C'est les boîtes mémo, ouais, tout à fait. Elles sont intégrées au parcours qu'il avait déjà mis au départ. C'était très très tentant. Très tentant. Mais c'est toujours très tentant avec Laurent. C'est un peu ça le problème. Et donc voilà. Donc je suis un peu étonné de voir ça sur LinkedIn, un peu chagriné, parce que mine de rien, quand tu vois un truc que tu as vu arriver, tu t'es dit, l'idée est pas mal quand même. Et j'ai vu pas mal de collègues qui étaient enthousiastes quand ils étaient à Ludovia. J'ai vu, j'avais Perrine par exemple, Perrine Douéret il m'a dit, il faut qu'on aille les voir, tu vas voir, c'est sympa, etc. Et c'est dommage. C'est dommage, mais quand on y réfléchit, il y avait pas mal d'obstacles quand même, je pense. Tout à fait d'accord avec ton analyse, Sébastien. Voilà. Merci. Bon. Moi, je connaissais pas l'outil, donc je peux pas trop réagir par rapport à ça. Mais effectivement, ce que tu disais, les entreprises dans le monde de l'élémentaire ont besoin de beaucoup de temps pour s'implanter et donc d'avoir les reins assez solides pour être rentables et pouvoir en vivre. Après, est-ce qu'ils ont eu un appétit trop grand ou pas? Ils ont peut-être pas bien compris le marché sur lequel ils voulaient rentrer. Je pense que sincèrement, là tu soulèves quelque chose qui est intéressant, c'est que le marché de l'élémentaire en France, c'est tellement particulier. C'est tellement... C'est clair. Bon, ils critiquent le GAR aussi, qui permet d'être intégré aux ENT, etc. Ça, c'est une critique que j'ai vue par ailleurs, parce que le GAR, tu l'intègres facilement quand tu as une grosse boîte, puisqu'il y a d'autres boîtes dont le boulot n'est que de se simplifier l'accès au GAR maintenant. Je l'entends tout à fait. Mais il y a des solutions qui ne sont pas intégrées au GAR et qui pourtant fonctionnent par ailleurs, parce qu'elles ont installé une base d'utilisateurs avec le temps, etc. C'est ce qui leur manque, et là je réalise un truc tout bête, c'est un produit gratuit d'appel. Un truc qui te dirait,
vous pouvez faire ça chez nous. Si vous voulez faire plus, regardez ça. Ouais. Vous pouvez intégrer ça. Là, ce que font la plupart des boîtes pour te mettre dans leur tunnel de vente, ce qui est la base. Oui. Quoi. Mais bon, après, c'est facile de regarder, de commenter le match une fois qu'il est fini. Voilà, C'est clair, on ne peut pas refaire l'histoire. tout à fait. Tout à fait. Et l'histoire, justement, je vous en parlerai plus tard. Oh oh, mais il nous fait des Oh, teasers depuis tout à l'heure là. Ouais, mais c'est un petit peu mon projet, là. C'est le petit truc. Je me suis dit, ça serait tellement sympa que tu y arrives. Mais bon. Nous allons d'abord écouter Aurélie revenir sur... Ouais, j'enchaîne. Alors du coup, c'est rigolo. C'est rigolo. Cet épisode, on fait vraiment des liens de sujet en sujet parce que moi, je parle de deux applications que j'utilise depuis le début de l'année et qui ont eu, au contraire de Creadoc, qui ont fait vraiment un bond. D'un coup, on en a entendu parler pendant une semaine, depuis une semaine ou deux, là, ça y est, ça commence à prendre de l'ampleur, alors que c'était vraiment un truc fait dans son coin. Donc, voilà, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, donc on imagine, on est enseignant en maternelle ou en élémentaire. Donc, petite note pour les enseignants du secondaire qui écoutent le podcast, vous pouvez mettre cette partie en accéléré x 1,75. On aura des voix un peu bizarres, Vous mais Non, vous reportez au chapitrage, parce qu'en allez. 1,75, on a vraiment des voix de Pérus, donc c'est pas terrible. Ouais, alors je Hein, vais te dire que le nombre de webinaires que que j'ai écouté, 1,75, c'est le timing parfait pour pouvoir comprendre quand même des trucs et pas perdre mais ta journée à non, écouter des non. webinaires. Aurélie, tu ne veux pas perdre ta journée à écouter un webinaire? Tu prends le lien, et tu le balances dans notre book LM. Chut. C'est vrai, Résumé, c'est vrai point que nous en clé. avait parlé. Allez, C'est hop. vrai, c'est vrai. Ah non, mais Purée. je... Mais Mais carrément, je vends mon âme à Google, mais là, je sais, mais carrément. tant pis, là. Oh, dommage que je ne passe plus le café dans les prochains jours. Donc, on imagine. Donc, on est enseignant ou on est directeur d'école, ou on est maître formateur, ou on est conseiller pédagogique, même, pourquoi pas, on est inspecteur de l'éducation nationale dans le premier degré, et on a besoin de temps en temps de vérifier un truc dans les programmes. Parce qu'évidemment, on ne connaît pas les programmes par cœur, ou on a besoin Quoi? d'approfondir un sujet. Ouais. Oh, mais c'est fou! Ou alors, on a Mhm. besoin d'approfondir un sujet très spécifique, l'enseignement explicite, les schémas en barre, en mathématiques. On prépare une formation, on a besoin de creuser un peu sur... Ça sent le vécu, ça. tellement. On a besoin de creuser un peu sur un point didactique. Eh bien, on a deux applications qui ont été développées par un enseignant de maternelle qui vient de chez nous, un maître formateur dans les Hauts-de-Seine, qui s'appelle Benjamin Tati. Et donc, il a créé deux applications qui s'appellent Prof Mater et Prof LM, parce que au moment où il a préparé sa certification, lui aussi, pour devenir maître formateur, il avait besoin d'accéder rapidement, d'avoir sous la main toutes les ressources un petit peu officielles. Ou quand il est en visite de classe, par exemple, il accompagne un enseignant débutant et il a besoin de lui montrer quelque chose, il a créé une application pour avoir tout sous la main. Au bout d'un moment, il a eu son café et il s'est dit que ce qu'il avait créé, ça pouvait servir à d'autres. Donc, il en a fait deux applications qu'il a partagées. Donc, c'est des applications qui sont gratuites, qui sont accessibles hors ligne. Et dedans, tu trouves tous les programmes officiels, tu trouves tous les guidés du SCOL, la construction du nombre, la grammaire du français, tout, tout, tout. Toutes les synthèses du Conseil supérieur de l'éducation nationale éditées par Canopé. Émilie, ouais, je t'écoute. Est-ce que ce n'est disponible que sur Non, iPhone et... non, Non? c'est Android et iOS. Parce que je le trouve pas sur Android. Alors, il a dû changer il a dû changer de nom il y a pas longtemps, il y a genre 2 ou 3 jours, parce qu'avant ça s'appelait Eduscol LM et Eduscol Mater, mais il n'a pas eu le Ouais, droit de garder le nom d'Eduscol qui faisait référence à d'accord. des guides officiels. Il a changé le nom là il y a 3 jours max. Ok, Tu ok, ok. trouves aussi, oui, Deuxième vas-y. question, Ouais, pardon, je rebondis. Quand tu dis appli, on parle bien d'une application ou est-ce oui, qu'on parle d'un truc à la non, Glide App? non, c'est une application qu'il a créée. Ah, Ouais. ça y est, trouvé. Tu trouves aussi tous les dossiers thématiques officiels, les dossiers autour du harcèlement, le développement durable, le nouveau qui vient d'arriver, l'éducation à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle. Evars.
Tu trouves, et ouais, c'est bizarre comme, c'est pas très beau, je trouve, comme mot, mais le kit empathie, tout, et il a mis aussi une petite section avec tout un tas de ressources complémentaires, genre Lumni, Math en vie, Musique Prime, tous les trucs dont tu pourrais avoir besoin. Les petits plus, ça c'est, non, en fait, j'ai dit les petits plus, mais j'aurais dû l'appeler les gros plus. Pour chaque ressource, tu as un sommaire avec le détail et l'accès direct à la partie qui t'intéresse. Parce que par exemple, le guide du SCOL que je me suis farci pour enseigner la lecture et l'écriture au CE1, 134 pages. Donc quand tu cherches un truc précis, voilà, quand il faut que tu fasses défiler tes pages, c'est juste CTRL F. pénible. Là, oui, et bon, bah moi là il y a un sommaire, en gros, et tu cliques quoi, pour arriver au bon endroit du sommaire. CTRL F. CTRL F. Très bien, bah je note, en plus. Ou commande F. Ou commande F sur Mac, ouais, c'est ça, commande F. Ouais. Tu as eu aussi une zone de recherche rapide. Donc, si tu cherches des ressources sur la lecture à voix haute en cycle 2, ben, en tapant ça, tu as directement accès à toutes les ressources qui parlent de lecture à haute voix en CE2. Tu as un espace aussi où tu peux mettre tes favoris, ce que tu consultes le plus souvent, comme ça tu les retrouves sans avoir besoin de chercher. Et tu as un annuaire de toutes les écoles de France avec les adresses, les téléphones, les mails, le nombre d'élèves et les spécificités comme le dispositif Ulysse. Comme ça, quand tu prépares ta visite d'un enseignant, tu as déjà toutes les petites informations. Donc moi, je m'en suis évidemment pas mal servi ces derniers mois. Et je pense que vraiment, ça peut être une pépite pour avoir tout sous la main, très simplement et très rapidement. Donc je salue Benjamin qui a fait du bon boulot et qui est très très utile. Voilà. Ça marche. D'accord. Non, merci beaucoup Aurélie. En fait, quand je t'ai demandé si c'était une application façon GlideApp, c'est que j'en ai récupéré une il n'y a pas, peut-être en début d'année justement, qui avait l'idée de tous les documents dont on a besoin au cours de l'année étaient dedans via des liens, etc. C'est pour ça. En tout cas, vraiment, ça m'a été très utile. J'en ai pas parlé avant sur les réseaux parce que c'était Benjamin Tati. En fait, en gros, c'est le collègue d'une collègue, si tu veux. Donc, il a fait une appli, on a pris l'appli. Puis quand j'ai vu que ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur, je me suis dit, mais en fait, évidemment, pourquoi je n'en parle pas plus parce que c'est vraiment hyper pratique d'avoir tout sous la main. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas assez. Pardon, c'est parce qu'il n'y a pas assez de degrés de séparation. Peut-être. Est-ce que c'est une application, Aurélie, qui s'adresse à tous les enseignants ou vraiment quand même plus les enseignants qui ont un rôle de formateur? Alors, c'est vrai que en tant qu'enseignante, je me plonge beaucoup moins souvent dans les programmes que quand j'ai eu ma casquette, je passe le CAFI. Oui, voilà. Tu fais la formatrice. Exactement. Oui. Mais c'est vrai, j'en ai moins besoin. Et en fait, c'est dommage parce que finalement, quand tu fais ta formation, quand tu fais une formation pour devenir maître formateur, on te dit que quand même, en fait, la base, c'est les programmes, c'est pas les séances que tu trouves sur Internet toutes faites. En fait, la base de la base de la base, c'est quand même les programmes. Alors, c'est vrai qu'un enseignant qui travaille dans sa classe, il a peut-être moins besoin d'avoir ça sous la main dans une appli. Il consulte vraiment sur EduSchool directement. Mais là, en tant que formateur, j'espère, croisez les doigts pour moi. En tant que peut-être futur formateur, franchement, ça me sera bien utile. On comprend bien. D'un autre côté, c'est parfois pratique de vérifier, ne serait-ce que, vous savez, en début d'année, lorsque vous avez reçu vos manuels tout neufs, jetez un petit œil pour savoir s'ils n'ont pas rajouté des parties qui ne sont plus au programme, s'ils sont bien en règle, ce genre de choses. Oui, je sais, on prend des manuels pour être plus tranquille, mais parfois ils racontent des âneries. Et parfois, vous n'avez pas d'argent, donc il faut utiliser des vieux manuels qui prennent un peu la poussière et dont les programmes ne sont pas à jour. Mais bon, on va pas réinventer la poudre tous les jours. Heureusement. En tout cas, merci pour ces recommandations. Bien sûr, les liens seront dans les notes, de l'émission, ce qui me fait penser que je n'ai pas encore mis l'épisode précédent à jour sur massante.fr. Mais ça, c'est un hors-sujet. Émilie, ça va être compliqué de faire du lien avec ce que vient de nous dire Aurélie, je crois, avec ton sujet.
Oui, effectivement. Alors, comme il va être très difficile de faire du lien, je vous propose de changer Ouais, complètement c'est de sujet. contre-lien. Il y avait Kems Euh, contre Kems, contre-lien. Hop. ouais, non, 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 même pas, mais ça vous avait peut-être manqué. Oui, aujourd'hui, je vais refaire un petit billet politique sur une de mes marottes. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous parler du SNU. Oui, je vais vous parler du retour du service national universel, le SNU. Une annonce récente du président Emmanuel Macron qui suscite de nombreuses réactions et ma désapprobation, mais personne n'en doutait. Alors que les fermetures de classes et les suppressions de postes dans l'éducation font débat, le gouvernement choisit de renforcer le SNU, dont tout le monde a dit que ça ne valait rien et qu'il fallait l'arrêter. Mais pourquoi ce choix et quelles en sont les conséquences ? Alors, le 15 mars dernier, il y a 3 jours, notre président de la République a annoncé une refonte du service national universel pour qu'il réponde, je cite, aux besoins de la nation. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas de rétablir le service militaire obligatoire, mais plutôt, je cite, d'impliquer davantage la jeunesse dans un engagement civique et militaire. Bon, pourtant cette annonce intervient, comme je vous l'ai dit, après un rapport très critique et de la Cour des comptes et du Sénat. Je crois que l'Assemblée nationale n'en a pas parlé, mais bon, voilà, ça fait quand même 2 entités qui sont pas non plus innocentes et qui jugeaient le SNU trop coûteux et surtout inefficace. Voilà. Alors, l'objectif affiché par le président est, semble-t-il, de renforcer la préparation civile et militaire des jeunes. D'ailleurs, la loi de programmation militaire prévoit déjà d'augmenter la réserve opérationnelle à 80 000 personnes d'ici 2030. Mais cette orientation est loin de faire l'unanimité. Puis on vous a parlé de l'effort de guerre à faire récemment, non ? Vous sentez les bruits de bottes ? Non, j'exagère, je vais peut-être un petit peu loin. Les syndicats, notamment le SNES et le SEUNSA, s'opposent à cette politique. Pour eux, le SNU est un projet de domestication de la jeunesse, basé sur un encadrement quasi militaire qui ne séduit pas les jeunes. Et ces 2 syndicats dénoncent un modèle qui cherche à imposer une discipline rigide au lieu de développer une véritable éducation citoyenne. D'ailleurs, les chiffres montrent que les jeunes ne sont pas vraiment attirés par le SNU et qu'ils perçoivent cela comme une mise au pas plutôt qu'un véritable engagement. Le SEUNSA va plus loin pour une fois en affirmant que l'école n'a pas besoin du SNU, mais plutôt de moyens concrets pour favoriser la mixité sociale, le vivre ensemble et l'apprentissage des valeurs républicaines. Des choses qui sont quand même assez basiques finalement dans ce qu'on attend de l'école. Cette annonce du président intervient dans un contexte où l'éducation subit d'importantes restrictions budgétaires. Alors que les écoles voient leurs moyens diminuer, le gouvernement a choisi d'investir dans un dispositif qui s'inscrit dans ce qu'on appelle une économie de guerre, où la priorité est donnée à la défense et à la sécurité. Finalement, cette décision soulève une question essentielle. Est-ce qu'il faudra mettre l'accent plus sur l'école ou sur le SNU ? Bon, moi j'ai mon avis, j'ai mon choix, mais je vous laisse vous faire le vôtre. Pour les syndicats et une partie de l'opinion publique, la réponse est claire. L'éducation doit être la priorité, et non une militarisation croissante de la jeunesse. Mais comme ce petit billet d'humeur était court, je me suis permis d'enchaîner avec un second sujet qui touchera plus le second degré et qui sera plus rapide. Et je vais vous parler de la fouille des sacs des élèves. Un petit sujet tout léger. Et oui, je vous parle d'une petite mesure annoncée récemment par notre cher ministre de l'Éducation nationale. Oui, vous vous rappelez comment elle s'appelle celle-ci ? La dernière, là, Madame 49.3, Elisabeth Borne, voilà. C'est donc la possibilité de fouille inopinée des sacs des élèves par des policiers dès le printemps qui arrive. Donc d'ici... C'est quoi, cette année, c'est le 21, le 22 mars, le printemps ? J'ai pas vérifié. Ouais, 21. Oh là là. Ouais, enfin, voilà, c'est d'ici 3-4 jours. Hein. Donc, voilà, tout ça, c'est une initiative qui viserait à lutter contre les violences en milieu scolaire. Mais est-ce vraiment la bonne réponse ? Alors, il est évident que l'augmentation des agressions, notamment l'usage d'armes blanches, est un sujet sérieux qui ne peut pas être ignoré, c'est évident. Toutefois, la grande majorité des établissements scolaires fonctionnent dans un climat qui est plutôt paisible. Et lorsque les violences physiques surviennent, elles ont souvent lieu en dehors des écoles. Or, jusqu'à présent, la solution avancée repose uniquement sur un dispositif de contrôle policier qui pose plusieurs questions. Est-ce qu'on peut réellement fouiller tous les élèves avec 60 000 établissements scolaires ? Seulement 27 000 gendarmes et 20 000 policiers, officiers de police judiciaire. Mettez-en un dans chaque établissement, vous verrez déjà il n'y en a pas assez. Comment empêcher un élève de cacher une arme dans une poche, une chaussette ? Et surtout,
Les forces de l'ordre n'ont-elles pas déjà des missions plus prioritaires à gérer ? Et l'éducation dans tout ça, parce que c'est quand même le ministère de l'Éducation nationale qui devrait gérer ça. C'est une approche qui est strictement sécuritaire, qui occulte un aspect fondamental, la prévention et l'éducation. La violence à l'école est souvent verbale et elle est aussi un reflet d'une société où la brutalité des rapports humains ne s'arrête pas, malheureusement, aux portes des établissements. Les équipes éducatives font face à cette réalité au quotidien et tentent de s'y adapter, mais elles manquent souvent cruellement de moyens. Alors plutôt que de miser sur des fouilles difficiles à mettre en œuvre, pourquoi ne pas investir dans l'humain ? Alors, l'article que j'ai trouvé avait des solutions éducatives à privilégier, que voici, par exemple, augmenter la présence humaine dans les établissements avec plus de personnel éducatif formé à la médiation, à la gestion de conflits, créer un véritable réseau de prévention avec des équipes dédiées aux abords des écoles pour anticiper et désamorcer les tensions, s'attaquer au décrochage scolaire qui est souvent une cause sous-jacente des comportements violents, développer les écoles de la deuxième chance et les dispositifs d'accompagnement des élèves temporairement exclus, renforcer le dialogue avec les familles pour bâtir un climat de confiance et de respect mutuel, revaloriser les métiers de l'éducation, offrir aux enseignants des outils pour mieux gérer les conflits. Il n'y a rien qui soit vraiment exceptionnel, je trouve, mais peut-être que si ça se faisait déjà, on pourrait peut-être régler des problèmes avant de mettre les policiers dans les établissements scolaires du second degré. Enfin, les violences scolaires, comme celles qui existent dans l'ensemble de la société, méritent bien plus que des annonces symboliques et difficilement applicables. Et ce que la communauté éducative attend de sa ministre, Elisabeth, ce ne sont pas des mesures dictées par le ministère de l'Intérieur, mais bien des solutions pédagogiques et éducatives, pensées pour l'intérêt des élèves, des familles et des enseignants. Est-ce que l'école a besoin d'être un lieu de surveillance généralisée ? Je ne le pense pas, mais un espace où on va apprendre à vivre ensemble, à se respecter et à grandir en sécurité. Voilà, c'était mes 2 petits billets d'humeur avant de peut-être passer la parole à Sébastien, à moins que vous vouliez intervenir là-dessus. Mais bon, vu qu'on était plus sur le premier degré... Non, mais il faut y aller. Je suis d'accord avec toi que j'ai peut-être trop de respect pour le travail des policiers et des gendarmes que... simplement pour les mettre un dans chaque lycée et collège. Voilà, comme tu l'as si souvent souligné, ils ont peut-être autre chose à faire, tout simplement, et ils ne sont pas assez nombreux. Oui, c'est ça. Donc, ma foi, ça reste... ça ne reste pas enthousiasmant, tout ça. Je ne parle pas du SNU. Non. Et écoute, je te propose, Seb, de garder la parole et de nous parler de ton dernier sujet qui a un rapport avec Ludovia, encore une fois. Alors, oui et non. Alors, pour l'instant, ça n'a aucun rapport avec Ludovia. Pour l'instant, le seul rapport que ça entretient avec moi, c'est mon actualité du moment dans ma classe, c'est mon petit projet. Donc moi, j'ai démarré cette année en disant aux élèves, en leur présentant l'idée qu'on allait faire un podcast. Surprenant. C'est étonnant, ça. Vraiment surprenant. Je me suis dit, tu l'as déjà fait, ça devrait aller, etc. Comme quoi, vous pouvez prendre la même personne, prendre quasiment un même niveau. Vous n'êtes pas obligé de réussir de la même manière. J'ai un peu pédalé dans la... Es-tu obligé de réussir ? J'avais quand même envie qu'on réussisse à faire 1 ou 2 épisodes. Oui, voilà, t'avais envie, mais... pas une réussite incroyable, mais réussir à produire quelque chose qui soit entendable, parce que pour le moment, j'ai rien eu à leur proposer. On a commencé en essayant avec des livres, mais ça demande un travail de ma part bien trop conséquent en fait. De leur part, ça demande pas un investissement énorme, ils n'avaient pas eu l'occasion de faire grand chose dessus, donc je me suis dit, là tu te fourvoies, donc si tu te fourvoies, prends une pause, attends un peu, réfléchis, etc. Et donc j'ai réfléchi. Voilà. J'ai réfléchi et il y a plusieurs trucs qui me sont restés en tête parce que j'avais plusieurs trucs qui traînaient. Je me suis dit, il y a longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un, je lui disais, t'imagines si on pouvait faire un podcast façon livre dont vous êtes le héros, ça pourrait être sympa, mais comment on pourrait faire ? Est-ce que tu as une idée ? Bon, ça, j'ai pas trouvé un truc très évident à faire et puis j'avais pas forcément un fond d'histoire à utiliser.
en classe, avec les élèves, on a étudié un livre qui s'appelle Rafara, très connu des enseignants de cycle 2, et on a aussi étudié un autre livre sur Baba Yaga. Force est de constater que les deux histoires n'ont pas des similitudes minimes, elles sont quasiment calquées l'une sur l'autre. Et donc on a ces deux histoires, donc je me dis, bon, on va peut-être partir de ça, c'est une histoire qui est simple, ils ont compris comment ça se passe, c'est sympathique, ils ont pas mal accroché, donc on va peut-être partir de ça. Je vais faire un podcast et je vais découper cette histoire en plusieurs morceaux, des petites phrases toutes simples. Tant qu'à faire, autant faire un support un peu pratique, je vais leur mettre ça sur des petites fiches, un peu comme des cartes, voilà. Et je vais partir là-dessus, mais je vais essayer de faire une histoire à embranchement quand même. En plus, je m'étais dit, tiens, ça me permettra peut-être d'utiliser un service qu'une autre personne... Vous allez rire, je connais des gens, franchement, qui me parlent de projets sympas. Il y a une autre personne qui m'a parlé d'un site qu'elle connaît, qui s'appelle Moiki, et qui permet de faire des histoires à embranchement façon très graphique et tout. Je me dis, comme ça me fait une occasion, ça me permet de faire un outil pour montrer aux gamins. Alors ça, c'est l'histoire de base, ça fait une ligne, mais on va essayer de faire les embranchements, etc. Ça me permettait de faire un document commun, quoi, pour leur présenter l'avancement de l'idée, tout ça. J'ai dit, ok, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Donc, je vais prendre une fiche, ok, bon, qu'est-ce que j'ai comme logiciel? Comme logiciel, je regarde sur les iPads, il n'y a rien d'installé à part microphone, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais prendre Okusai 2, parce que il est simple, il est gratuit, en version de base, et je l'ai déjà utilisé, c'est très bien. Bon, alors Okusai a présenté, c'est pas trop compliqué, on enregistre la phrase... Ok, ça va. Dans le même temps, je leur dis, alors vous avez la fiche, regardez derrière, je vous ai fait un carré, vous me faites l'illustration aussi. Donc ils font un dessin, hein, voilà. Et je dis, à côté du carré, il y a de la place, vous allez essayer de me trouver une phrase qui fait qu'on va à la suite de l'histoire. Bon, alors, bide total, parce que mes CE1, mes CE2, ils ne comprenaient pas ce que j'ai dit, ils m'ont fait d'autres histoires, ils m'ont réécrit la première phrase en plus compliqué, enfin... Bit total, donc je reprends les fiches, je corrige, je leur marque la première, ce que je voulais dire, ça va faire un exemple. Voilà. Je me dis, on va faire un embranchement assez simple avec 2 choix à chaque fois. Et donc je leur rends les fiches, et mettez le numéro de l'iPad sur lequel vous avez enregistré, ça serait peut-être plus simple pour l'utiliser. Oui, alors bon, t'as beau avoir fait un fond d'écran avec le numéro de l'iPad écrit en gros dessus, tu serais toujours étonné de savoir que parmi la moitié de ceux qui ont pensé à faire ce que tu as demandé, l'autre moitié a retourné l'iPad et a regardé le numéro inscrit par la société qui a fourni les iPads, qui a mis un numéro 18V003, et juste les 2 derniers numéros sont les bons. Eh bien, bizarrement, j'ai eu droit au numéro de la fiche, c'est-à-dire que, par exemple, ceux qui avaient la fiche 3 m'ont dit c'est l'iPad 3. Il n'y a pas d'iPad 3 dans la classe, les enfants. Il y a eu ceux qui ont recopié, bien sûr, le début du numéro derrière, parce que sinon c'est pas drôle. Et il y en a quelques-uns... C'est le même pour tout le monde, j'imagine. Pardon ? Le début du numéro de derrière, c'est le même pour toute la flotte d'iPad, je parie. Eh oui, évidemment. Non, c'est pas drôle. Eh oui. J'ai dit, mais là, tu as marqué 18. Ok, va retrouver l'iPad maintenant. Il y a marqué 18 sur tous les iPads. Oui. Eh oui. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé ça. C'est merveilleux. En fait, c'est vraiment merveilleux. Donc, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un côté très sympa, c'est que je fais des séances courtes, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Je reprends l'idée, c'est que j'essaie de faire en sorte qu'on fasse une session où je leur présente, par exemple, un aspect d'Okusai, comment couper, comment coller. Aujourd'hui, c'était comment insérer un autre fichier audio pour faire une virgule d'ouverture, si vous voulez. Hein. Le bruit d'une page qui tourne doit être le démarrage de tous les fichiers audio qu'on va créer. Et ensuite, il y a 20 minutes, c'est-à-dire 4 iPads, 24 élèves, 16 fiches, et bien pile, ça tombe 5 minutes par équipe. C'est-à-dire qu'ils ont 5 minutes pour prendre l'iPad, aller le bon iPad. Prendre le bon iPad, d'où l'importance d'avoir marqué le numéro, aller sur le bon logiciel. C'est quoi le du logiciel? Je sais pas. Voilà. Et réaliser leur enregistrement. Je vais pas vous le cacher. Là, on en est à plusieurs sessions. Certains n'ont pas réussi à enregistrer. Là, quand je leur ai dit, quand il a fallu commencer à rajouter les phrases,
quand je leur ai rendu les fiches, par exemple, je leur ai dit, alors, je vous ai mis la première phrase qui conduit à la suite de l'histoire qu'on connaît. Il faudrait mettre une phrase qui donne un autre choix, qui ne donne pas l'accès à la suite qu'on connaît. Elle ne comprend pas. Ils m'ont réécrit la première phrase d'une autre manière. Donc, j'ai corrigé, c'est pas grave. Entre-temps, mais ça fait plusieurs fois qu'ils enregistrent, qu'ils s'écoutent, qu'ils s'habituent à leur voix, parce que personne ne s'habitue à sa voix quand on enregistre. Vous-même, podcasteurs, podcastrices, vous savez. Et en fait, ils utilisent, ils enregistrent, ils essayent et ils réessayent. Et ça, c'est ce que je voulais, tout simplement. La deuxième partie, c'est donc ces petites fiches me servent à savoir l'avancée du projet. Et j'en ai créé d'autres de fiches qui reprennent le numéro, qui font une espèce de liste à faire, à savoir avoir enregistré ces 3 phrases, avoir fait l'illustration, avoir si... Voilà. Et à côté, il y a un QR code. Si je scanne le QR code, j'accède au dernier enregistrement de fait. Mais quelle est cette magie, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. En fait, le nom que je leur ai demandé de mettre, c'est le numéro de la fiche. Ce numéro de la fiche, donc, va être le nom du fichier. Le nom du fichier, quand vous le mettez dans le dossier consacré, prend la place du fichier de départ que j'avais mis. Sauf que ce fichier de départ, je l'ai partagé via un lien. Bon, c'est tout dans un dossier Nextcloud. Il a fallu juste que je me crée une vingtaine de fichiers MP3 partagés. Donc à chaque fois que je vais mettre ce fichier dans ce dossier, on me dit, voulez-vous écraser le précédent? Je dis oui. Et donc, mon lien, mon QR code, renvoie à chaque fois vers le fichier qui porte le même nom. Et il n'y a donc pas de problème. À chaque fois, c'est le dernier qui a été ajouté. C'est une espèce de QR code dynamique du pauvre qui fonctionne très bien. Je l'avais utilisé dans une autre solution il y a des années de ça. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui va leur permettre d'écouter ça en classe, même s'ils réussissent à ne pas prendre le bon iPad. Et ça nous permet de faire un suivi au niveau de la classe, parce qu'il va bien falloir qu'à un moment je prenne des sessions d'écoute pour dire, alors il y a ça et ça qui ne va pas. Aujourd'hui, par exemple, je leur ai fait écouter que, alors c'est bien d'enregistrer les 3 phrases, mais il faudrait les séparer quand elles sont sur différentes pistes. Il ne faut pas qu'elles soient en même temps. Sinon, ça fait plusieurs voix qui parlent en même temps, c'est inaudible. C'est bizarre. Voilà. Donc, voilà, tout à fait. Donc, l'idée... Ouais, mais t'as des demandes quand même vachement particulières. Je sais. T'es hyper exigeant, quoi. Je sais. 3 pistes en décalé. Voilà. Pouf. Non, mais je leur ai pas dit ça. Je leur ai vendu comme quoi vous enregistrez à chaque fois. Vous faites un enregistrement par phrase, parce que sinon, ils vont se tromper à la 3e, ils vont recommencer 15 fois, ça va être infernal. Et ensuite, vous faites du copier-coller pour me faire une seule piste. Voilà. Et sur cette piste-là, ils me rajouteront les bruitages, ils me rajouteront tout ce qu'ils veulent, c'est pas un souci, mais voilà. Pourquoi s'embêter à faire tout ça? Alors déjà, vous avez un matériau de base qu'ils connaissent. Ensuite, ce sont des phrases courtes. Donc, on va pouvoir revenir. Pour l'instant, ils sont dans la phase toujours de découverte de l'outil. Donc, ils ont envie de manipuler ce truc, ils ont envie de comprendre comment ça fonctionne, ils ont envie de s'écouter parce que c'est drôle, etc. Je pense qu'arrivé à la 20e fois, ils vont s'enregistrer, ils en auront peut-être un peu marre. Mais on n'en est pas là. Voilà. C'est quelque chose où moi, pour le moment, j'ai très peu d'intervention. La seule chose que je fais, c'est prendre les fichiers qui sont créés et je les transfère en MP3 dans le dossier Nextcloud, ce qui n'est pas franchement très long, vraiment. Donc, ça me fait un petit travail très sympa. Moi, à la fin, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais comme produit final bien léché? J'aimerais que ça soit en forme de jeu de cartes. De manière à ce que le gamin qui prenne sa première carte, il écoute son histoire, il se dit alors je vais prendre la suite, il va y avoir 2 choix, ça sera soleil et lune. J'ai pris soleil, donc on me dit que c'est tel numéro de fiche, ça sera marqué sur la fiche, il n'aura qu'à retenir que c'est soleil ou lune. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aimerais que ce soit faisable par des CP. Que le CP, même s'ils ne savent pas lire le nombre 93, ils l'ont devant les yeux, ils vont prendre la fiche 93 qui est là, et ils le placent. Et à la fin, quand ils sont arrivés à la fin de leur histoire, ils ont toute leur histoire qui est en images, parce qu'il y a les illustrations qui sont faites par les enfants à chaque là, qui a l'histoire en images qu'ils ont composée, et s'ils en veulent une autre, ils redémarrent. Ça, c'est mon produit final idéal. Maintenant, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, parce que tu as raison, c'est pas l'important, c'est pas forcément de réussir à aller jusqu'à ce niveau-là de finition, mais ce que j'aimerais faire, c'est juste arriver à ce qu'ils manipulent un fichier, qu'ils arrivent à s'enregistrer, qu'on arrive à produire un podcast. Et tant pis si c'est juste une histoire qui n'a pas des embranchements formidables. On ne va pas se faire des livres dont vous êtes le héros qui seront incroyables, mais au moins on aura travaillé l'expression orale.
Ouais, c'est bien. Et même l'expression écrite, finalement. Oui. Parce qu'il y a quand même toute une phase de travail par écrit qui est Oui, importante. puis oui, comme Mais tu alors, dis, travailler les embranchements et tout, c'est c'est un chouette projet. voilà. Alors, chouette projet, donc j'aimerais bien faire une présentation peut-être à Ludovia. Ça serait peut-être Ah, sympa. ah. Parce que là, de l'attention et de la participation, il y en a à tous les échelons, pardon. On verra. Si je suis retenu et que c'est possible pour moi, ce sera avec plaisir que je croiserai les gens qui seront là-bas pour Ouais. leur exposer ça. Sinon, il faudra vous contenter du podcast. Voilà, c'est déjà très bien. Tu nous feras peut-être un retour plus tard dans l'année? Ah, avec plaisir. Des- Vers la ouais. fin de l'année, je vous donnerai un état des lieux. Peut-être que je verrai. J'aimerais, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est déjà boucler ça avant les vacances. Donc là, il me reste 3 semaines. D'accord. Ok. On y croit, on y croit. Ok. Ah oui, Oui, t'es capable. Ah oui. Non, mais là ça va. Là, ça va. C'était la prise en main, tout ça. C'était la découverte. Après, j'aimerais passer à une deuxième itération avec une autre histoire pour la suite. Ben, on écoutera avec Ok. grand plaisir. Si tu veux bien nous le partager. Mais, bien sûr. Alors, tu me fais encore une transition parfaite parce que la dernière chose que je vous présente, moi, c'est une petite application et un usage que je voudrais aussi peut-être présenter à Ludovia. Donc, tu vois vraiment, c'était l'épisode des liens. Donc, dans l'épisode précédent de ce podcast, je vous avais parlé d'une application d'escape game à domicile et aujourd'hui, je vous parle de l'extrême inverse. C'est une application de mathématiques, mais sous forme de jeu de piste à l'extérieur. D'habitude, on fait des maths à l'intérieur et des escape games en extérieur. Bah là, c'est l'inverse. On fait des maths à l'extérieur. Donc, il faut savoir que moi, j'ai une vraie passion pour les jeux de piste. J'ai des tas et des tas d'applications sur mon téléphone. Et la première chose que je fais quand on organise des vacances, en général, c'est de regarder ce que je vais pouvoir faire comme jeu de piste dans ces endroits-là. Et la principale, évidemment, la vraie, c'est le géocaching. La principale application que j'utilise, c'est le géocaching. Et j'ai un projet, justement, donc, que je voudrais bien développer avec des élèves pour travailler sur le jeu de piste, les énigmes en extérieur. Mais en tout cas, ce dont je vous parle là aujourd'hui, c'est d'une application de mathématiques donc, que j'ai travaillé pour préparer une formation de maths et de numérique que je dois animer bientôt là. Et donc, je suis retombée sur cette application-là que j'avais déjà téléchargée, mais j'avais jamais vraiment joué avec. Elle s'appelle Math City Map. C'est un portail web et une application gratuite qui ont été créés par un groupe de travail de l'université Goethe de Francfort. Voilà mon lien avec mon épisode précédent de... Et donc, ce groupe de travail de mathématiques cherchait une application, je cite, qui permettait d'ouvrir un œil... Arrête de rigoler, t'es bête. Qui permettait d'ouvrir un œil scientifique sur le monde, de voir ce qu'il y a d'intéressant dans des objets de la cour d'école, du parc de la ville, et partout où les compétences mathématiques trouveront à s'appliquer. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais c'est les maths hors les murs, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément. Alors comment ça fonctionne? Donc c'est une application de jeu de piste. On a un plan, OpenStreetMap évidemment. Hein. On a les photos des différents endroits où il faut aller. Et à chaque fois qu'on arrive sur un nouvel endroit, on a une énigme à résoudre. Ça peut se jouer dès la maternelle jusqu'à évidemment le lycée. Donc par exemple, le genre de question qu'on peut poser, c'est combien il y a de triangles sur la balançoire qui est en face de toi, ou alors quel est le périmètre de la zone rouge du terrain de jeu sur lequel, qui est à côté du parc. Donc faut s'imaginer là tous ces élèves en balade à l'assaut de l'aire de jeu avec une tablette ou le jeu imprimé s'il n'y en a pas de tablette, avec des bandes de papier, des règles pour mesurer. Je trouve ça génial, cette petite fourmilière. Qui crée les jeux de piste? Ce sont essentiellement des enseignants qui créent ces jeux de piste à destination de leurs élèves. Ça peut être aussi des élèves qui créent les jeux de piste, évidemment sous le contrôle de leurs enseignants. Et il y a aussi pas mal de jeux qui ont été créés par des formateurs, par exemple tout ce qui est constellation de maths ou l'INSPE. Donc l'INSPE, c'est l'école des enseignants, qui se sert de cette application-là pour faire des exemples de balades mathématiques.
Donc on a des petites options qui sont très intéressantes. On a par exemple une possibilité de ludifier, c'est-à-dire de donner des points en fonction du temps qu'on met à donner la bonne réponse. Donc si on donne la réponse du premier coup, on attribue un certain nombre de points. Si on fait des erreurs, on a des points qui descendent. On peut donner des indices ou pas. On peut demander une validation obligatoire avant de continuer. Donc, est-ce qu'on doit valider ou pas, ou est-ce qu'on peut continuer le jeu alors qu'on n'a pas encore validé la réponse? Et on vérifie donc à la fin si toutes les réponses qu'on a données sont correctes. On peut donner, et ça c'est le plus intéressant évidemment, des éléments de solution. Quand on a dit que par exemple il fallait trouver 16 pour le périmètre, on explique pourquoi c'était 16 la bonne réponse. Donc on montre le calcul qu'il fallait faire. On peut partager son jeu soit en option publique, et dans ces cas-là, ça arrive sur la base de MathCityMap, soit on partage ce jeu uniquement en privé avec seulement ses élèves. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que moi j'ai toujours ce souci-là, en tout cas le souci du géocaching avec mes élèves, c'est que l'application se joue exclusivement en ligne. Ou alors hors ligne, mais il faut payer. Là, ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut jouer en ligne, mais on peut aussi télécharger le jeu pour jouer hors ligne. Et donc, on peut aller avec sa tablette dans le parc ou se balader dans le centre-ville avec une tablette sans avoir de connexion. On peut même obtenir un PDF du jeu qu'on a préparé si on n'a pas du tout de matériel numérique. Donc, le jeu se crée plutôt sur le portail web par l'enseignant, et ensuite on met l'application sur une tablette et on a juste à télécharger. Alors c'est vrai qu'il faut une connexion au moment du téléchargement, mais une fois qu'on a sa connexion et qu'on a téléchargé son jeu, elle reste sur la tablette. Il y a des tutos, plein de tutos sur le site de MathCityMap pour pouvoir prendre en main l'application. Et je trouve ça génial, mais comme toujours quand il s'agit de jeux de piste, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et ma grosse envie là, suite à la présentation de cette application que je vais faire en formation, c'est d'avoir des enseignants qui voudraient créer un jeu de piste, qui me demandent, en tout cas en tant qu'e-run, de les accompagner dans la création d'un jeu de piste. J'aimerais beaucoup concrétiser ce jeu-là, parce que là, il n'y a pas de jeu de MathCityMap qui soit autour de chez moi ou autour de mon école. En tout cas, pas dans les jeux publics. Donc voilà, l'idée, ce serait de pouvoir faire vraiment un jeu avec des enseignants et leurs élèves, évidemment. Donc ça rejoint Ok. complètement tout ce qui est maths en vie, tout ça, mais là c'est vraiment sous forme d'une application de balade mathématique Mhm. avec des défis à faire. Et puis ce qui est génial, c'est que tu es complètement libre de faire des défis sur ce que tu veux, quoi. Tu peux travailler sur la monnaie, tu peux travailler sur les heures, tu peux travailler sur les formes géométriques. Enfin, il y a vraiment tout est adaptable. Donc j'aime bien. Voilà. Oh, ça se sent. Ouais. Ça se sent. Au moins là, tu le vends bien. Et ça, en fait, ce qui me fait rire aussi, c'est Et que je tombe souvent sur les réseaux sociaux sur des trends où il y a des gens qui disent ah tiens encore un jour où j'ai pas utilisé le théorème de Thalès. Et là là si tu vois tu utilises le théorème de Thalès pour de vrai dans la vraie vie. Je trouve ça rigolo. pas mal, pas mal. Mais si tu aimes rire, le sujet d'Émilie devrait te plaire. Ah ah. Alors, oui, moi je vais vous parler d'un spectacle que je suis allé voir samedi dernier avec ma fille. C'est le spectacle de Walidia qui est proposé depuis un moment, qui s'appelle Une heure à tuer. Alors, forcément, pour ceux qui ne connaissent pas Walidia, c'est un humoriste très engagé, très à gauche. Donc, si vous ne respectez pas ces deux premiers critères, je pense que vous risquez de passer un mauvais moment. Faut accepter des fois l'humour un peu trash, un peu provoque, pas beaucoup, un peu provoque. Il y a des touches de provoque juste un petit peu pour faire réagir. Voilà, donc là, il était avec Michael Quiroga qui est son co-auteur. Et Michael Quiroga faisait en fait une première partie d'une vingtaine de minutes, et le spectacle après s'appelle peut-être Une heure à tuer, mais on a passé plus de 2 heures avec Walidia sur scène. C'était assez génial, c'est pas très geek, je vous l'accorde, mais c'était pour changer un petit peu de sujet. Et voilà, donc c'est un humoriste que j'aime beaucoup
pour son engagement sur les différents sujets, que ce soit... Enfin, vraiment, les différents sujets, l'acceptation des minorités, la promotion du féminisme, enfin, tu vois, plein de choses. Et après, il dit des fois, avec ses limites, mais il exprime clairement ses limites et il dit ce qu'il pense. Et je trouve que c'est bien dit, c'est juste. Alors, oui, forcément, il a des têtes de Turc, mais qui n'en a pas? Finalement, soyons honnêtes. Et voilà, donc vraiment, nous on a passé 2h30 où on s'est bidonné avec ma fille. Et le retour à la réalité, ça fait bizarre quand tu redescends de tout ça. En plus, on était au 2e rang, donc on a profité en direct. C'était assez génial. Voilà. Donc le spectacle de Walidia, 1 heure à tuer. Ben, merci. Et Seb, je pense que c'est toi qui... Avec plaisir. Et je pense que c'est toi qui vas terminer avec... avec quoi d'ailleurs? Alors, figure-toi que j'ai fait un lien avec l'émission précédente où tu nous parlais de PDF, de surligner, etc. Et tu m'as dit, oui, mais moi, je ne prends pas de notes. Et on a eu ce petit aparté sur les Kindle, rappelle-toi. Hein, voilà. Alors moi, je ne suis pas équipé en Kindle en termes de liseuse, je suis équipé en Kobo. Bon, c'est pas très grave parce que la solution dont je vous parle apparemment, elle est transplateforme. J'aime bien la liseuse. Pour moi, les liseuses, c'est vraiment le côté technologie que j'adore. Tu peux la sortir en plein soleil, elle s'en fiche. Elle dure une plombe. Elle a quasiment une seule fonction, c'est de lire des bouquins. Et moi, je dois vous avouer que ça me va très bien. De temps en temps, oui, je surligne des trucs et c'est un peu la croix et la bannière sur ma liseuse pour les récupérer. Alors, il y a des bidouillages, qui existent, mais j'ai envie de vous dire que, vu la taille des bidouillages à faire, je préfère encore prendre un carnet et recopier le passage. Franchement, c'est plus simple. Jusqu'à il y a peu, parce que je me suis toujours dit, bon Dieu, cette liseuse, elle est super, c'est un bon matériel, mais le logiciel qui est dedans, mais il pue, pardon, mais qui est-ce qui a fichu ce truc pas possible? Il y a des options qu'on avait avant, on les a plus. Par exemple, à une époque, il était possible de bidouiller un peu et d'utiliser le navigateur intégré pour aller prendre des livres sur son compte Dropbox, qu'on aurait, auquel on serait connecté. Bon, ça, c'est plus possible. Oh, je me demande bien pourquoi. Et je me suis dit, c'est super. Bon, c'est pas grave, il y a Calibre, vous allez me dire. Oui, alors bon, là, oui. Calibre, c'est bien. Ça existe sur Mac? Ça existe sur Mac. Moi, le seul problème que j'ai avec mon Mac et ma liseuse, c'est que pour une raison que j'ignore, elle met 3 plombes à se connecter à mon Mac. Bon, je ne veux pas savoir pourquoi, c'est pas grave, j'ai un PC par ailleurs où ça fonctionne aussi très bien, mais là, depuis peu, mes problèmes sont complètement résolus. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé une vidéo l'autre fois, justement en faisant une recherche sur comment les gens récupéraient leurs notes sur liseuse. Et je vois un gars qui me parle d'un logiciel, il fait ses annotations, il n'y a pas de souci, et il les récupère super facilement. Je me dis, mais c'est quoi sa liseuse en fait ? C'est une Kobo, d'accord, mais comment c'est possible ? Et au bout d'un moment, je m'aperçois qu'on parle pas on n'a pas le même logiciel sous les yeux. Il parle d'un truc qui s'appelle Corridor. Alors, qu'est-ce que Corridor ? Eh bien, pour ceux qui sont adeptes du dual boot, par exemple, c'est encore plus simple que ça. Je m'explique. C'est un logiciel que vous allez installer sur votre liseuse. C'est pas très compliqué. Il y a même la proposition que ce logiciel soit fourni avec un installateur. En gros, vous prenez la bestiole, l'installateur, vous cliquez sur l'installateur, paf, votre liseuse qui était connectée a le Corridor sur elle, et c'est fini. Parce que Corridor, sa force, c'est de s'installer à côté du logiciel de base. Il n'efface rien, il crée juste un onglet de plus dans votre logiciel de base. Et une fois que vous avez appuyé là-dessus, c'est le panard. Ma liseuse va plus vite. Je ne sais pas pourquoi. Elle a l'air d'être boostée, d'être dopée. Elle a l'air d'aller plus vite, elle démarre plus vite. Et surtout, c'est la fête. C'est la fête. Vous avez un bouquin sur Calibre que vous voulez envoyer sur la liseuse, pas besoin du fil. Quel fil ? On le fait sans fil. Mais comment c'est possible ? Parce qu'elle se connecte sans fil à Calibre via un serveur que Calibre génère, qui est déjà prévu dans l'application. J'ai envoyé 2 bouquins hier pour tester. Ça passe super bien. Le seul petit truc qu'ils vous disent, c'est éviter d'installer ces livres-là dans le même dossier que les livres où les livres précédents ont été installés par la Kobo de base, par le logiciel de base de la Kobo. C'est tout.
à part ça, ben, j'ai toujours mon logiciel qui existe. Mes notes, je peux les exporter. Ça peut se connecter à des lecteurs de flux RSS. Ça peut donc télécharger des... Et franchement, c'est configurable, mais dans des idées que je n'avais pas. Par exemple, ma liseuse avait un truc qui me sidérait, le comptage des pages, le compte des pages. Dans un chapitre, pour une raison que j'ignore, quand vous changez la taille du texte, la Kobo n'était pas capable d'adapter le nombre de pages que ça faisait. Donc vous étiez à la page 2, vous tourniez la page, vous étiez encore à la page 2, vous tourniez la page, vous étiez à la page 3. Vous tournez la page, vous êtes à la page 4, qui va durer 3 pages encore. Tu sens bien que ça n'a pas été fignolé. Bah ça, avec Corridor, il est capable de le faire sans aucun problème. Tu veux le nombre de pages qui restent, il te l'affiche. Tu veux la progression du livre, elle est affichée en bas. Tu veux configurer autrement ton navigation dans l'EPUB, il peut le faire. Tu veux quoi? Afficher l'heure, il te l'affiche. Tu préfères le nombre de pages qui restent, il te l'affiche. Tu préfères le pourcentage, il te l'affiche. Alors, c'est un peu moins... C'est pas très ergonomique, on va pas se cacher. C'est un petit peu, si je puis me permettre, les appareils photo Sony. C'est-à-dire que tu as toutes les options possibles, mais il faut un peu fouiller. Mais sur ma liseuse, je m'en fiche, hein, parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 options. Et de toute manière, une fois qu'elles sont réglées, eh ben, ça me convient tout à fait. Donc, si par hasard, vous êtes mécontent de votre logiciel et vous ne connaissiez pas Corridor, qui n'est pas nouveau en fait, eh ben, essayez. De toute façon, voilà, il n'y a pas grand risque. Alors attention pour les possesseurs de Kindle. Comme je n'en ai pas une, je ne l'ai pas testé du tout. Ils annoncent que c'est compatible, moi j'en sais rien. Voilà. Donc regardez sur le site, vérifiez. Moi j'ai pas confirmation. Sur les Kobo, mais alors sur la mienne, c'est une Kobo Clara noir et blanc. Ben, ça, franchement, je la redécouvre, je l'apprécie encore plus. C'est un vrai bonheur. Donc voilà. Ok, mais moi j'ai une vieille Kindle qui ne me sert pas, qui doit être une première ou deuxième série. Et un vieux truc, d'ailleurs je l'ai là sur le bureau, qui n'est pas tactile, qui est avec les boutons en bas. Alors figure-toi que je me suis dit, oui, moi j'ai ma première liseuse que j'ai transmise à ma fille. Je me dis, mais ça doit pas être compatible. Et en fait, là, pour les Kobo, ça couvre, je crois, toute la gamme, depuis la première qui était une Kobo Touch. D'accord. Je crois bien que c'est une Kobo Touch que mais tu vois, je vais essayer moi là-dessus. Voilà, donc... mais en fait, si tu veux, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme l'histoire de Linux. Tu te dis, mais si quelqu'un, un amateur, fait ça dans son coin, juste avec de la passion, franchement, les gars qui ont bossé là-dessus, bon, il faut voir dans quelles conditions, mais franchement, les gars qui ont bossé là-dessus, c'est pas glorieux. Hein, parce que le logiciel de base... c'est qu'ils ont des limitations et on leur impose de mettre des limitations techniques chiantes. Ah oui, oui. Non, mais tu sais comme... Si vous avez une Kobo depuis longtemps, moi j'ai des fonctionnalités bêta qui sont en bêta depuis ma première liseuse, du style le navigateur internet qui est toujours en bêta. Ouais. En fait, plus j'ai progressé dans les mises à jour et moins j'ai eu de fonctions qui sont arrivées. C'est un peu... je sais, quelque part, tu sais, ils veulent tendre à ce que tu achètes les bouquins sur leur plateforme, etc. Mais tout ce que ça fait chez moi, c'est que ça ne me donne pas envie d'aller chez eux. Je préfère passer par un Humilog et récupérer mon fichier sans DRM que de passer chez Kobo pour avoir un livre du temps où je suis encore chez Kobo. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, sur les Kindle, il faut d'abord jailbreaker la Kindle. Pour pouvoir installer Corridor et voilà, donc c'est peut-être un chouïa plus c'est un peu ça que je craignais parce que après je sais pas dans quel niveau tu la jailbreak une Kindle. C'est toujours la... Je sais pas, il y a les pages d'explication, donc je regarderai et si j'ai le temps ce week-end, je me tenterai ça. D'accord. Après, si vous avez si vous êtes sur Vivlio, Pocketbook ou autre, aucune idée. Si vous êtes sur Kobo, franchement, c'est tellement simple. Mais tellement simple, je vous assure, hein, vous installez juste un logiciel. Rien de plus. Ouais. Tiens, Aurélie, c'est cool, ça. Liseuse ou pas liseuse, toi? J'ai les deux, je varie. Moi, je suis beaucoup bibliothèque parce que j'ai pas beaucoup de sous à dépenser, donc j'utilise beaucoup les bibliothèques. Et j'aimerais bien que les bibliothèques développent un petit peu ce côté-là, le côté près de livres sur liseuse. Ça, j'aimerais bien. Mais j'ai les deux, ouais. J'ai une Kobo aussi, ouais.
Eh bien, je vais vous proposer que nous concluions là-dessus, si ça vous convient. Mais très bien. Oui, bien sûr. Ce fut un plaisir, mais bon, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est vraiment, c'est sincère au moins. J'ai passé un très bon moment. J'espère que, auditeurs, auditrices, c'est votre cas aussi. Mais si par hasard vous en demandez encore, toujours plus, d'insatiables personnes, eh bien, vous pouvez retrouver Émilie. Vous pouvez la retrouver sur nombre de réseaux, sauf la plupart des GAFAM. Vous pouvez la retrouver sur Irslo. C'est ça. Attends, Oui, c'est ça. Vous cherchez le pseudonyme Irslo, IRSLO, et vous avez 99 chances sur 100 de tomber sur moi. Voilà. Par contre, pour Aurélie... moi, c'est partout, moi. Bon. Alors, Aurélie, c'est partout, mais par contre, c'est pas la même chose partout. Oui, presque. Oui, c'est vrai. Alors, Ouais, vous tapez... ouais, merci Richard 5 sur X, et tous les autres, c'est AMR Iron. Ouais, il faudrait que je fasse un truc commun, c'est vrai. Ce serait plus malin. Mais après, je comprends, tu as voulu mettre ton nom dedans, c'est toujours plus touchy de réussir à le répéter de site en site. Bon, après, tu peux modifier. Hein. Quant à moi, vous retrouvez ce tuteur à peu près partout, donc c'est réglé. On pourrait retrouver les anciens épisodes et les notes associées sur massante.fr si on était un peu foufou. Voilà. Les bords foufou. Oui, foufou. Si vous découvrez ce podcast, petite précision, je vous conseille d'écouter le post-générique, ça peut toujours être intéressant. Mais aussi, je vous rappelle que nous sommes là tous les mois, au moins une fois par mois, on essaie d'être là, de faire cette petite discussion qui, même si on ne prépare pas de connexion entre les sujets, finit par être intéressante par ces liens étranges qui se forment autour d'un banc qui n'existe pas, dans une soirée dont nous tairons le nom. Voilà, j'ai pas réussi à faire un truc sympa, mais c'est pas grave. Bon, je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter une bonne continuation et je vous remercie encore, mesdames. Salut. Bonne soirée tout le monde, ciao, merci Sébastien. L'autre mémo, des bouts de papier, écrits fragiles, souvenirs figés, des mots griffonnés, des éclats de lumière. Le temps se tisse dans cette poussière. Les jours oubliés s'entassent doucement dans ces cartes sages, un souffle d'antan. Chaque coin plié raconte une histoire, des fragments de vie, des bouts d'espoir. Et le soleil danse, il brûle dans ma tête. Il réchauffe l'ombre, dissipe la tempête. L'énergie revient quand la mémoire s'éclaire. Le cœur s'envole, léger comme l'air.